À 20 h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Vers une intervention militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Décision prise à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce jeudi à Abuja. Les chefs d'État activent la force en attente et ordonnent le déploiement imminent des troupes pour libérer le président Bazoum détenu illégalement. Près de 300 enfants opérés gratuitement à l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Il s'agit de chirurgie pédiatrique, seul moyen pour se débarrasser des hernies. C'est l'été à Saint-Louis. Les populations partagées entre loisirs et travail. Si les pêcheurs sont occupés à ramander les filets avant de reprendre le large, d'autres sont à la recherche de fraîcheur. Du coup, les plages sont prises d'assaut, surtout en cette période de vacances. Sur place, vous allez le voir, certains en profitent pour se refaire une forme. Chaque année, plus de 1000 tonnes de mangue sorties de Kagit, arrondissement de Niassia, c'est en Casamance. Fondé en 1900, le village abrite également de vastes périmètres maraîchers. Focus sur cette localité qui était jadis un grand centre d'échange. Bienvenue à tous. Les chefs d'État de la CEDEAO activent la force en attente et ordonnent le déploiement des troupes en vue d'une intervention militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. C'est l'une des décisions majeures prises à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation politique au Niger. Les chefs d'État veulent mettre fin à la détention illégale du président Bazoum, mais offrent également une porte de sortie aux putschistes qui jusqu'ici rejettent les propositions de sortie de crise présentées par la CEDEAO. Le récit de nos envoyés spéciaux à Abuja, Elaji Maliknion et Papa Biram Biguiaï. Une apparition aux allures d'instant mémorable. Un brin d'espoir plane au moment de la prise de la photo officielle de ce deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO. Nous sommes à l'ouverture du sommet. Une ouverture d'une dizaine de minutes, puis place à la séance à huis clos. Une séance à huis clos qui a duré plusieurs tours d'horloge, à l'issue de laquelle les chefs d'État délibèrent. Aucune option n'a été retirée de la table, y compris l'usage de la force comme dernier recours. Le président de la République fédérale du Nigeria donne le ton, un ton confirmé par le communiqué final. Donne instruction au comité des chefs d'état-major afin qu'il active sans délai la force en attente de la CEDEAO avec tous ces éléments. Ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour la restauration de l'ordre constitutionnel normal en République du Niger. Un communiqué final qui revient sur les grands axes de l'intervention de la CEDEAO au Niger. C'est pour mettre fin d'abord à la détention illégale du président Bazoum par les autorités militaires du Niger. Et puis ensuite, la restauration de l'équilibre politique dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Nous demeurons fermes dans notre engagement à soutenir le Niger dans son parcours vers la stabilité démocratique dans le pays. La route, le chemin, du moins le passage qui nous attend a certainement beaucoup d'épines, mais je suis convaincu que avec notre détermination collective, nous pourrons donc contourner ces obstacles et aller vers une paix durable et la prospérité pour les Nigériens. Gratitude et espoir. Le danger a été identifié. L'effort collectif soutenu par les chefs d'État dans une feuille de route pour la restauration de la stabilité politique et de la démocratie au Niger. Le ton est ferme, même si l'option diplomatique est encore sur la table. Rester au pays, investir et réussir, c'est bien possible. L'exemple de Souleymane Bassoum, un jeune de Mont-Roland dans la région de Thiès. Grâce à son périmètre agricole, il crée des emplois, de la richesse aussi, un modèle d'agro-business réussi qui fait la fierté de toute une localité en tournée économique dans la zone. Le préfet de Tivaouane a visité le périmètre agricole à Fatima Tabanelba.
Dans la lutte contre l'immigration clandestine et l'exode rural, la ferme agricole de Morolan, fruit d'un partenariat mairie, propriétaires terriens et privés, offre une réponse à encourager. L'idée d'émigrer ne nous effleure même pas l'esprit tellement que nous sommes satisfaits de ce champ et de notre travail. Grâce à cette exploitation agricole, nous les femmes de Morolan et des environs arrivons à subvenir à tous nos besoins et à ceux de nos enfants et de notre famille. Moi, je vendais avant de la friperie, mais j'ai tout laissé pour me consacrer uniquement à mon travail qui est très bien rémunéré. Et nous remercions beaucoup Souleymane Bassoum. On a pu interagir avec les acteurs, les employés de ces entreprises-là, que ce soit des femmes ou des jeunes, mais je crois qu'ils se retrouvent parfaitement dans le projet. Et de toute façon, je crois que vous les avez entendus même faire la confession. Ce n'est pas donc des gens, de personnes qui sont tentées par l'immigration clandestine, qui fait monnaie courante malheureusement, et des gens qui s'aventurent dans la mer. Et je crois que des genres de projets constituent des réponses adéquates qui sont donc données par l'État, qui sont données également par le privé. Dans le respect de la RSE, cette exploitation agricole constitue un modèle achevé d'une entreprise de l'agrobusiness qui figure parmi les entreprises à haute densité de main-d'œuvre, avec plusieurs milliers d'emplois créés et en particulier des emplois locaux. Cette entreprise est aussi un exemple en termes de modernisation agricole, selon le préfet du département de Tivaouane, qui appelle les autres promoteurs à s'en inspirer. C'est également un exemple en termes surtout de productivité. Les rendements, je crois, qui ont été présentés par le DG passent de commentaires. Et ceci, je crois, nous réconforte dans le sens que aujourd'hui, au Sénégal, et particulièrement dans la région de Thiès et le département de Tivaouane, nous avons des possibilités de développer l'agriculture et d'aller vers l'émergence et surtout d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, mais également aller vers le plein emploi, c'est important. 400 hectares de terres exploitées, 17 spéculations cultivées chaque année, cette exploitation agricole constitue un modèle réussi d'agrobusiness. En arboriculture, il y a la production de mangues et de bananes biologiques. Le maraîchage couvre une superficie importante avec l'exploitation des spéculations comme le haricot, le piment, les plantes aromatiques et beaucoup d'autres variétés locales. Qu'on ait un projet pareil, qu'on cultive 400 hectares, qu'on produise plus de 4000 tonnes de haricots, plus de 3000 tonnes d'oignons, on contribue au développement de ce pays-là, c'est bien qu'on ait la visite des autorités locales. On a 17 produits différents, mais on a des produits luxe de phare, c'est le haricot vert, 320 tonnes par semaine, l'oignon, 3000 tonnes, et la tomate, 6000 tonnes. Autre problématique qui trouve réponse dans cette exploitation, c'est la disponibilité de l'oignon 12 mois sur 12. Selon les promoteurs, des rendements élevés et performants passent forcément par un plan agronomique réfléchi. Techniquement, on est capable et on est bon. Les Sénégalais sont bons. On a le meilleur climat. Quand vous êtes à Morolan, vous avez 2 degrés de moins que Kirène. Quand vous avez à Morolan, vous avez la brise tous les jours à 14h30. Le vent tape la colline et la colline ramène ici, ça fait un rafraîchissement de 5 degrés. Vous ne dépassez jamais les 35 degrés et toutes les cultures sont possibles toute l'année. L'oignon, on doit être capable au Sénégal de produire l'oignon 12 mois sur 12. Vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui en août, nous avons de l'oignon dans le champ. Donc il ne reste que 2 mois à combler. Les 2 mois à combler, c'est facile. Il faut le stockage, il faut la culture par bilbi. On est capable, les solutions techniques sont là. Mais qu'est-ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est de crier, il n'y a pas d'oignon, on doit importer. C'est plus possible d'importer. Aujourd'hui, moi, je sais que moi, j'ai des commandes d'oignons l'année prochaine pour la Hollande. Les Hollandais ont commandé de l'oignon ici ici. Je dois produire pour la Hollande et pour l'Espagne de l'oignon. Les Sénégalais sont toujours là. Aujourd'hui, j'écoute la radio. Oui. On attend des bateaux qui viendront de Hollande. Il n'y a rien qui va venir parce que l'oignon aujourd'hui, la Hollande n'a pas produit suffisamment. Souleymane Bassoum, promoteur de cette exploitation, a bénéficié d'une belle collaboration avec la municipalité de Morolan. Une collaboration saluée par le préfet du département venu visiter ce modèle de ferme agricole. Vaste opération de curage et de nettoyage des caniveaux lancée à Kaolack. L'initiative vise à soulager les populations en cette période d'hivernage. Plus de 6 km de caniveaux vont être curés et fermés. Le projet va permettre l'évacuation rapide des eaux de pluie. Des aménagements sont aussi faits pour la gestion des ordures sur place. Claire Diop.
L'assainissement, une équation à plusieurs inconnus ici dans la commune de Kaolack. Pour soulager les populations et exposer un projet de réhabilitation et de fermeture des canaux est déroulé sur un linéaire de plus de 6 km. Les quartiers concernés, Saranjougari, Tabangoy, Djaleng, Medina Baba 1 et 2 Passoir. Cette visite de terrain a permis de constater de visu l'état d'avancement des travaux. Nous avons 2 tranches. Il y a la tranche conditionnelle et ferme. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur la tranche ferme. Et juste après le curage des canaux, nous sommes là pour faire la fermeture. Nous avons déjà commencé les fabrications des prédales qui sont là derrière nous. Voilà. Et si on arrive à terminer cela, on procède à la fermeture des canaux. À terme, les travaux vont soulager les populations. Celles rencontrées adhèrent à la dynamique. Maintenant, nous avons où verser nos eaux usées, aussi nos ordures ménagères. Avant, on s'offrait les services des charrettes de ramassage, moyennant 1500 francs chaque mois. Tout cela est désormais derrière nous. Nous avons des espaces bien aménagés à cet effet. Nous remercions vraiment le projet. La fermeture des canaux va beaucoup nous soulager. Nous vivons constamment dans le stress avec les eaux de pluie, car elles rentrent jusque dans nos chambres à coucher. Nous saluons ce projet structurant qui va forcément changer nos vies. Le drainage correct des eaux pluviales va aider dans la lutte contre les inondations. Kaolack est dans une situation un tout petit peu délicate avec la nappe phréatique qui n'est pas très très loin. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème d'inondation pendant la période hivernale. Et donc, partant de cela, il y avait quelques canaux qui étaient mis en place depuis des années, mais qui ont des problèmes d'évacuation. Aujourd'hui, avec notre partenaire stratégique, qui est le PACASEN, nous avons décidé, en collaboration avec les populations, de faire des réalisations, de remettre à niveau ces infrastructures. Le PACASEN, projet d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, a permis de faciliter l'accès au financement. Plus de 1 milliard de francs CFA pour la commune de Kaolack. C'est heureux de voir qu'il y a ces projets qui sont structurants, qui sont vraiment des priorités pour les populations de Kaolack et qu'à terme, leur réalisation va permettre d'améliorer leur vie. Beaucoup de nos communes peinent à avoir des investissements, d'où la mise en place de ce programme. Et ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour nos communes, parce que beaucoup de communes ont eu à réaliser beaucoup de projets et de programmes structurants grâce au PACASEN. Et aujourd'hui, le programme arrive à terme en juin 2024. Mais il y a des discussions qui sont en cours entre les décideurs et les partenaires pour un prolongement du programme de 2 ans. Les populations sont appelées à un changement de comportement pour la durabilité des infrastructures. Le PACASEN lie son mode de financement aux objectifs de performance des collectivités territoriales. Ces dernières n'ont plus besoin d'une contrepartie financière. Dans la commune, le projet prend aussi en charge la réalisation de plusieurs postes de santé, aussi le bâtiment de l'état civil. Au même moment, la gendarmerie renforce sa présence sur la Petite Côte avec de nouvelles brigades de proximité à Nianing, Gaparou et Malicounda. Elles ont été inaugurées ce matin par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, et étaient accompagnées du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Nous y reviendrons. Dans le cadre du roaming national, le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes a effectué une visite à Touba pour jauger de l'effectivité du dispositif. Les tests sont avérés concluants. Le roaming national permet désormais aux abonnés d'utiliser gratuitement le réseau d'un concurrent pour émettre et recevoir des appels et accéder à Internet. Les précisions de Amadou Diallo. Le directeur général de l'ARTP est venu lui-même procéder au test de vérification sur l'effectivité du basculement automatique d'un opérateur téléphonique à un autre. Nous sommes ici dans la zone centre du pays, précisément dans la commune de Touba. Les tests sur la fourniture de services ont donné des résultats. Les premiers tests que nous avons effectués à Tindodi ont donné les résultats suivants. Pour ce qui concerne la voix,
l'émission, la réception des appels, l'émission et la réception des SMS. Tous les opérateurs ont réussi le test. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes dans cette zone-là et que votre opérateur n'arrive pas à assurer une bonne couverture réseau, vous pouvez basculer chez l'un ou l'autre pour recevoir ou émettre des appels. Ces tests sont donc concluants. Les 3 opérateurs téléphoniques ont tous été présents. Les réseaux vont désormais être mutualisés, ce qui est une innovation. Le roaming national est une innovation majeure. Tel que nous l'avons appliqué au Sénégal, je peux dire que c'est une première. C'était la volonté du chef de l'État de permettre à tous les Sénégalais, quelle que soit leur zone d'habitation, de pouvoir communiquer et aussi bien sur la voie, par la voie que sur Internet. Le roaming, il est gratuit pour celui qui reçoit les appels. Nous avons testé tout à l'heure dans les tests que ceux qui reçoivent les appels ne sont pas facturés. Nous avons testé que ceux qui émettent les appels ne sont pas surtaxés. Ils sont facturés au tarif en vigueur. Ces premiers exercices réalisés dans la zone centre seront suivis par d'autres tests à Matam et à Ziguinchor. Le roaming national permet désormais aux abonnés d'un opérateur d'utiliser le réseau d'un concurrent pour émettre et recevoir des appels, SMS et accéder à Internet. Autre chose, pour parler lutte contre la pauvreté, le ministère de la Femme et ses partenaires évaluent la stratégie nationale d'équité et d'égalité genre. Il s'agit de la 2e phase de cette politique en cours jusqu'en 2026. L'exercice d'évaluation a commencé ce matin à Dakar. L'initiative vise à promouvoir la femme dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Lamine Touré. Équité, égalité entre hommes et femmes dans des secteurs porteurs d'émergence, l'enjeu est de construire une vision politique de promotion résolue de la femme. L'État du Sénégal est à sa 2e stratégie nationale d'équité et d'égalité genre 2016-2026. Elle est aujourd'hui évaluée à mi-parcours. 97% des acteurs interrogés considèrent que la SNEC est une politique pertinente. Mieux, 82% des acteurs, 81 et quelques, considèrent également que la SNEC est une politique très cohérente, articulée au PSE, mais également contribuant à la réalisation du développement durable et de l'agenda de l'Union africaine en faveur de la protection des femmes. Adossé au PAP 2A et à l'agenda 2063 de l'Union africaine, la SNEG 2 est donc pour les acteurs un instrument pertinent de correction des inégalités de genre. La volonté politique de l'État s'est traduite par la considération de la prise en compte de la transversalité genre, validée dans le document référentiel de la politique économique et sociale qu'est le PSE, où le genre est érigé comme critère d'éligibilité des programmes et projets prioritaires. Une prise de conscience partagée et qui soulève d'autres défis à relever. Ces défis concernent principalement la compréhension et l'appropriation du genre et de ses différentes déclinaisons par tous les acteurs, y compris la population à la base. Le deuxième défi est lié à la coordination et à l'institutionnalisation en matière de genre à renforcer. L'Agence italienne de coopération pour le développement s'est investie comme partenaire stratégique dans cette politique. Je pense que ça reste dans nos priorités de l'Italie d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans ce processus. Et nous, on sera toujours à côté du Sénégal et des Sénégalaises pour essayer de remédier aux inégalités qui affectent dans plusieurs domaines les femmes. Et on est convaincu que c'est une bonne démarche pour, à travers ce soutien aux femmes. Cette évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale équité, égalité, genre sera suivie de recommandations destinées aux autorités politiques. Des techniciens du ministère du Pétrole et des Énergies se sont rendus
à Singapour pour une visite de suivi du chantier du FPSO Léopold Sédar Senghor du projet Sangomar. Le navire de production, de stockage et de déchargement du pétrole de Sangomar est réalisé à plus de 90%. Il est attendu dans les eaux sénégalaises en février prochain. Récemment, l'opérateur Woodside avait annoncé quelques difficultés techniques sur le chantier qui sont maintenant maîtrisées. La délégation du MPE a constaté le bon avancement des travaux. Envoyés spéciaux à Singapour, Anaïs Nyanyamane et Yves Nelson Dionou. Voici le FPSO Léopold Sédar Senghor qui mouillera bientôt au large du Sénégal. 372 mètres de long, 58 mètres de large, ce navire de production, de stockage et de déchargement du pétrole conçu pour le projet Sangomar culmine à 139 mètres de hauteur. Ce matin-là, Léopold Sédar Senghor offre l'image d'une ruche d'abeilles. Plus de 1000 ouvriers sont sur le chantier. Ce navire, dont les travaux de construction ont démarré en Chine, a été transféré ici au chantier naval de Keppel à Singapour pour y être achevé. Malheureusement, pendant la phase test de certains équipements, des problèmes d'alignement au niveau de la tuyauterie ont été détectés. Nous avons identifié des travaux correctifs à effectuer au niveau du FPSO en termes de tuyauterie, particulièrement concernant les alignements. Nous travaillons sur les activités de correction. On a d'ailleurs bien avancé en ce sens. Nous avons pris la prudente décision d'effectuer ces travaux d'ajustement ici à Singapour pendant que le FPSO est encore sur le champ naval de Keppel. Nous avons l'obligation de garantir un FPSO de qualité lorsqu'il arrivera au Sénégal. Dans le domaine du pétrole, le respect des normes de sécurité est la priorité absolue, d'où la décision de procéder aux travaux de rectification pour éviter tout risque à l'avenir. Il y a des risques de sécurité aussi du FPSO si on était parti avec ces problèmes. Raison pour laquelle, donc, avec l'opérateur, nous avons décidé de régler tous ces problèmes-là et d'avoir un FPSO qui soit fonctionnel et qui puisse avoir justement une durée de vie de plus de 25 ans, sans souci, une fois que ça arrivera au niveau de Sangomar et qu'on commencera la production. Sur les 300 points de raccordement où il y a eu un problème d'alignement, les 95% ont été réparés et il ne reste plus que les 5% qui doivent faire l'objet de réparation. L'opérateur et ses sous-traitants travaillent d'arrache-pied pour la livraison du navire selon le nouveau calendrier convenu. Nous sommes confiants que cette production-là démarrera à temps comme prévu en mi-2024. Nous pensons pouvoir très rapidement pousser ce chantier jusqu'à ce qu'on puisse donc avancer le first oil tant attendu par les Sénégalais le plus rapidement possible. Et nous espérons que véritablement au mois de novembre que ce bateau va quitter Singapour pour le Sénégal et qu'au mois de février il sera au Sénégal. Lentement mais sûrement, le FPSO Léopold Sédar Senghor poursuit son processus de construction. Les équipes du ministère du Pétrole et des Énergies ont tenu à faire le déplacement pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Comme vous l'avez vu ces derniers temps, l'opérateur Woodside a annoncé quelques problèmes techniques sur ce FPSO. C'est la raison pour laquelle le ministre nous a demandé de venir voir de visu ces problèmes techniques et aussi discuter avec Woodside sur l'impact de ces problèmes sur le planning du projet et éventuellement aussi sur les coûts. Comme vous le savez, nous sommes dans des projets d'ingénierie très complexes. Et il peut y arriver dans la mise en œuvre de ce type de projet qu'il y ait des problèmes par-ci et là. Et nous discutons avec Woodside pour essayer de voir de manière plus détaillée l'impact de ces problèmes techniques et voir avec eux comment faire de telle sorte que le planning du projet ne soit pas trop prolongé et aussi qu'il n'y ait pas beaucoup d'impact sur les coûts. Le FPSO est composé de deux parties. Une base de vie qui peut accueillir jusqu'à 140 personnes. L'autre partie qui constitue l'usine comporte les installations de surface. Le navire dispose de 3 turbines à gaz de 28 MW chacune. Il est totalement autonome en énergie. Son arrivée dans les eaux sénégalaises est prévue pour le mois de février prochain. Chez nous, chaque année, plus de 1000 tonnes de mangue sortent de Kagit, arrondissement de Niassia, région de Casamance. Ce village fondé en 1900 abrite aussi de vastes périmètres maraîchers. Un focus sur cette localité qui était jadis un grand centre d'essence. Abdoulaye Sinkari. Kagit, dans la commune de Niassia, arrondissement du même nom. Ce village de plus de 2000 habitants a été créé en 1900
par le nommé Bakary Dabo, venu de Mandégan, dans le département de Bignona. Sa porte d'entrée, c'était Kagit Douma. Kagit est composé d'assez de quartiers. Donc, le premier quartier où il a eu à passer d'abord, c'est Kagit Douma. Donc, Kagit Douma veut dire Kagit vers le bas, donc à Manding. Alors, après Kagit Douma, il est allé vers Bougnac. Des vastes vallées au périmètre maraîcher en passant par l'arboriculture, Kagit a un grand potentiel agricole. Les gens ont accepté de venir en masse pour habiter à Kagit. Parce que tout ce qu'on exploitait comme riz, tout ce qu'on exploitait comme arboriculture, ça donnait très bien. D'ailleurs, vous avez constaté par rapport à l'environnement. Donc, c'est ça la force de Kagit. C'est ce riche potentiel qui avait fait de ce village un grand centre d'échange. Kagit était un marché terminal qui recueillait et qui accueillait aussi nos frères et amis de la Guinée-Bissau, nos frères et amis du département de Souy, et aussi les résidents autochtones. Le commerce vivait en son temps et faisait nourrir aussi les populations. Parce que par rapport à l'exploitation forestière, il y avait l'huile de palme, le poisson séché, il y avait le riz, paddy. Léon Diédiou est planteur. Cela fait une trentaine d'années qu'il exploite ce verger. Au départ, on vendait par carton. Le gars, il vient, on met ça dans un carton avec un prix. Premièrement, 8 000, 7 000, ou bien jusqu'au moment où ça se vend actuellement 17 500 ou 18 000, le carton. Okay. Mais il y a d'autres qui viennent, comme celui-là, lui, il vient, il discute tout ensemble la plantation. C'est un demi-hectare de mangue que Léon vient de céder à son client. Ak pomme bi macha allah pomme bi moom jàmm ju rëy lañ ci am dañ fa doon nekk une semaine wala suñu mango yàqu foofu man mi fanaan naa fa ñeenti fan pomme balengo mais léegi kay fii ak Ziguinchor moo jafe suñu yoon bi gis nga nu mu mel yoon bi moom problème bu fi oto bi jógee rek macha allah xanaa guddi mu fanaan mais bu bor setee rek dina jàll egg Kaolack benn fan rek mu egg Touba wala ñaari fan rek mu egg. Grâce à cette exploitation, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Je ne me plains pas parce que ça me sert beaucoup et ça m'a aidé à payer la scolarité de mes enfants. J'ai même un enfant qui a été jusqu'à l'université. Bon, il a presque fini. Il fait ses études ailleurs. C'est grâce au manguier que j'ai pu payer la scolarité de mes enfants et aussi soutenir un peu la famille. Mohamedou Matarlo est producteur de papaye. Lui et ses frères tiennent un ensemble de 13 fermes, pouvant produire jusqu'à 5 tonnes de fruits par quinzaine. 2 semaines yu ne mën nañ ci am par 5 tonnes récoltement. 2 semaines bu ne. waaw ci ferme yëpp. waaw ci ferme yi yëpp waaw mën nañu ko am. boo ko dajalee yëpp mën na koo joxe. waaw 2 semaines bu ne muy appel 12 jours yu ne mën na la ko jox. Parce que man fu mu ne nii fii bu ma récolté lépp en masse 2 tonnes yi dama koy am. Il n'y a pas que la papaye. La fratrie produit aussi des agrumes et des légumes. ci 2 hectares yi maa ngi def beneen partie bi mango beneen partie bi agrume beneen partie bi ma réservé ko mooy maraîchage bi waaw beneen partie bi tam papayo. ci li ma gën a concentré wu mooy maraîchage bi ci laa gën a concentré wu ak agrume bi. ni ñuy récolter par gombo moom dafa gaaw donc moom chaque 2 jours da ngay def récolte waaw mun na durer 3 mois ba 4 mois ça dépend ci ni nga koy toppatoor waaw ni nga koy arrosé ngay génne ñax bi di def engrais di def fumier bi muy gën a jëm kanam. récolte am da ngay génne lu mat 6 paniers ba 7 sa mun na dem ak 7 paniers. Pour mieux rentabiliser ces produits, les femmes ont besoin d'unités de transformation dignes de ce nom. En période de mangue ou de mad, on en a vraiment beaucoup. On profite pour faire la transformation. Mais la période où vraiment ce n'est plus la période de mangue et de mad, les commandes sont là, mais on ne parvient pas à les satisfaire parce que nous n'avons pas de produits. Parce que nous n'avons que 2 grands congélateurs qui nous permettent de congeler les produits qui finissent 2 mois après la fin de la saison des mangues. Donc il est vraiment évident et il est vraiment nécessaire d'avoir une chambre froide
qui nous permet de conserver les produits en grande quantité et de pouvoir les utiliser. À l'image des autres villages de Niassia, Kagit se remet peu à peu de la crise. Mais pour renouer avec sa prospérité d'antan, il faut une bonne exploitation de son riche potentiel. Ce qui passe d'abord par le désenclavement de la zone. Direction à présent la vieille ville pour aller tout d'abord jeter un coup d'œil sur le filet de pêche. Le matériel occupe une place importante dans la pêche artisanale. Pendant l'été, les pêcheurs de Saint-Louis en profitent pour amender cet important outil de travail. Un travail qui leur permet de remettre le filet en bon état avant de reprendre le large. Sur place, nous retrouvons Abdouad. L'hivernage, la bonne période pour les pêcheurs de Guetnar et Gorumbat de s'offrir quelques semaines de répit. Ils en profitent pour réviser leur matériel de pêche et procéder au ramandage de leurs filets. Les pirogues ne vont plus en mer en ce moment. On en profite pour les réparer, de même que les filets. On est en plein hivernage et c'est difficile en ce moment. C'est pourquoi il faut attendre le mois de novembre pour y retourner. On va rénover la pirogue, mais aussi nos filets. Le travail se fait de façon minutieuse pour identifier les mailles abîmées ou manquantes. Ensuite, il s'agit de les raccommoder à l'aide d'une aiguille à fil. Il faut revoir tous les filets, voir s'il y a lieu de les remodeler ou au besoin les réparer, car c'est notre principal outil de travail. Les rochers, le fond marin sont des facteurs qui peuvent endommager le filet ou même le frottement avec la pirogue lorsqu'il est hissé à bord. Les filets peuvent être endommagés par les pierres ou encore les ferrailles qu'on retrouve très souvent dans le fond marin. Un filet de pêche peut atteindre une longueur de plus de 1000 mètres et coûter jusqu'à 15 millions de francs CFA, soit 2 fois plus qu'une pirogue. 15 millions. Des filets, on peut les avoir jusqu'à 15 millions. Et si c'est pour les pirogues, cela peut valoir entre 7 et 9 millions. Ces pêcheurs se plaignent de leur activité en perte de vitesse malgré le coût élevé de leur investissement. On n'a plus beaucoup de poissons à notre portée et c'est difficile. Des fois, on reste même 5 jours ou plus sans avoir satisfaction. Si la prise est bonne, tu peux t'en sortir. Et on remercie le chef de l'État pour la réduction des coûts des machines. L'autre doléance de ces enfants de la vieille ville, c'est la brèche de Saint-Louis, un gros danger pour les pêcheurs. Beaucoup de dangers dans notre activité et on risque vraiment nos vies en allant en haute mer. Face à toutes ces difficultés, ces pêcheurs sont conscients que le travail exige une grosse force mentale. Un mental que certains d'entre eux ont perdu, tentés par des envies d'ailleurs. Abdouad, pendant ce temps, d'autres cherchent à se rafraîchir à cause de la chaleur. Du coup, c'est la ruée vers les plages. Beaucoup de monde s'y retrouve justement, surtout en cette période de vacances. À Saint-Louis, beaucoup de jeunes se laissent attirer par le sport et la baignade, un cadre idéal pour se détendre et humer un air de qualité, une ambiance décrite toujours par Abdouad. La plage est le terrain de jeu favori de beaucoup de jeunes Saint-Louisiens. Chaque fin d'après-midi, plusieurs d'entre eux se retrouvent dans ce vaste espace de la langue de Barbarie pour se détendre et jouer au foot.
Nous, les Verts, sommes les vétérans. Les autres sont les jeunes. Si on peut s'exprimer ainsi entre nous. Les matchs se jouent entre amis et voisins, dans une belle ambiance. Les vétérans sont plus forts. Si au cours de l'année, on livre 300 matchs, on remporte les 298. C'est impossible. Nous gagnons toujours. Hier, c'était nous les vainqueurs. Aujourd'hui, on en est à un partout. Au-delà du sport et de la détente, cette plage tisse des liens solides de fraternité entre ces jeunes du quartier de Gorumbach, très attachés à ce milieu. La plage, on préfère nous retrouver ici plutôt que de se contenter de manger et de boire. Et puis la pratique du sport, il n'y a rien de tel pour se maintenir en forme et éviter le stress. C'est un patrimoine inestimable pour nous. Quand on ne vient pas s'entraîner, on ressent un manque. Même si on ne joue pas, on peut venir prendre l'air. Donc il faut que même beau jour, c'est quelque chose. En cette période de chaleur, la plage attire beaucoup plus de monde que d'habitude, avec une température idéale pour la baignade. Profiter de l'air pur, se baigner, puis rentrer, il n'y a rien de tel. On est né ici, on a tout fait ici. Nous sommes des pêcheurs. Nous n'avons que quelques jours de repos dans l'année qui coïncident avec la Korité, la Tabaski ou la Tamkharit. La baignade est supervisée depuis ce poste de secours par une équipe des sapeurs-pompiers, épaulée par des maîtres nageurs. On en profite vraiment. On arrive ici après le déjeuner. Nous accompagnons les maîtres nageurs. Entre 16h et 18h, c'est le pic des baignades. Nous surveillons tous les baigneurs en hauteur comme dans l'eau. Nous savons gérer la situation. Comme nous sommes obligés de gagner ça, puis nous sommes 5 minutes, 10 minutes, après nous devons libérer. Compliqué na ben côté si parfois nous rencontrons ñoo xam. Il y a des baigneurs têtus qui ne comprennent pas les risques. À 19h, les sapeurs sifflent la fin de la baignade. Par mesure de sécurité, tout le monde doit sortir de l'eau. Le moment pour quelques-uns de s'offrir un dernier plongeon. Santé, au total, 285 enfants opérés gratuitement à l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Il s'agit de chirurgie pédiatrique, le seul moyen pour les enfants de se débarrasser des hernies négligées. Cette dernière, justement, peuvent avoir des conséquences très graves. On en parle dans ce reportage de Ramatadema. Des parents soulagés qui viennent accompagner leurs enfants au bloc. Un jour de chirurgie pour 285 enfants qui traînent leur pathologie depuis des années, faute de moyens. Il a souvent mal au niveau des parties intimes et ça l'empêche même de marcher des fois. Je l'ai constaté depuis qu'il a 1 an et demi. J'étais allée à l'hôpital. Après, on m'a mise en rapport avec Dr Khadim. Mais après, je suis Dr Khadim, Diouf. Dr Khadim. xam naa nu ñu doon dagg jumbax bi koodu jumbax bi nañ ko dagg moo baaxul moo indi ballonnement bi nii quoi léegi affaire bi da ko doon mettre biiram. C'est au niveau du nombril qu'elle a mal. C'est enflé. C'est à l'hôpital Youssou Mbargane que l'on m'a demandé de venir ici. Mais quand on m'a parlé d'opération, ils m'ont rappelé pour me mettre dans le programme. Une chance pour ces enfants et un énorme soulagement pour ces parents qui n'arrivaient pas à trouver les moyens de les faire opérer. Ces enfants qui, pour la plupart, souffrent de hernie. Avec le temps, des complications auraient pu s'installer. Donc si on ne traite pas, il peut y avoir des complications. Mais il y a des cas qui se ferment de façon spontanée. C'est les cas où l'anneau est étroit. Mais ce qui est important, d'envoyer l'enfant à un spécialiste, c'est mieux.
Donc c'est mieux que le chirurgien prenne des décisions. Grâce à de bonnes volontés, l'hôpital d'enfants de Diamniadio a pu programmer cette année 6 camps de chirurgie. Nous passons de 4 à 6 camps donc, pour l'année 2023. Et c'est une aubaine pour l'hôpital, comme je l'ai dit, dans la prise en charge de ces enfants qui sont vraiment dans le besoin sur le plan chirurgical. Les hôpitaux et l'hôpital de Diamniadio fait partie, ont des listes d'attente des malades qui sont valables ou bien qui sont aptes pour les opérations, mais qui, par faute de moyens, ne peuvent pas faire les opérations. Donc l'ONG Direct Aid accomplit cette mission ou bien a pris l'engagement d'accompagner ces familles démunies pour vraiment puissent faire des opérations. Parce que quand même il y a certaines opérations, les enfants, il y a un danger sur leur vie. Beaucoup d'enfants grandissent avec des pathologies qui avec le temps se compliquent, faute de moyens. Ce genre d'initiative permet à ces enfants de retrouver la santé le plus rapidement possible, mais surtout de faire renaître en eux l'espoir d'une vie meilleure. Retour sur la situation au Niger. Les putschistes sont formés au nouveau gouvernement mercredi soir, composé de 21 membres. Il comprend 20 ministres. Il est dirigé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zein, qui avait été nommé lundi dernier. Les États et l'ONU s'inquiètent de l'état de santé du président déchu Mohamed Bazoum. Amadou Diallo. Le régime militaire issu du coup d'État au Niger a formé un gouvernement. Selon un décret du nouvel homme fort du pays, le général Abdourahmane Tiani, lu à la télévision nationale dans la nuit de mercredi à jeudi. Les ministères de la Défense et de l'Intérieur sont dirigés par des généraux du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a pris le pouvoir. Il s'agit du général Salifou Moudi et du général Mohamed Toumba. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré mercredi préoccupé par les conditions de détention du président renversé Mohamed Bazoum. Il a en outre exigé sa libération. Antonio Guterres a dénoncé les déplorables conditions dans lesquelles vivrait le président Bazoum et sa famille, a indiqué l'ONU dans un communiqué. Par ailleurs, Rissa Akboula, un ancien chef rebelle et ministre nigérien, a annoncé mercredi la création d'un conseil de la résistance pour la République avec pour objectif de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et de libérer le président Bazoum. Et justement, les chefs d'État de la CEDEAO activent la force en attente et ordonnent le déploiement des troupes en vue d'une intervention militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. C'est l'une des décisions majeures prises à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation politique au Niger. Les chefs d'État veulent mettre fin à la détention illégale du président Bazoum, mais offrent également une porte de sortie aux putschistes qui jusqu'ici rejettent les propositions de sortie de crise présentée par la CEDEAO. Le récit de nos envoyés spéciaux à Abuja, Elaji Maliknon et Papa Biram Biguinyaï. Une apparition aux allures d'instant mémorable. Un brin d'espoir plane au moment de la prise de la photo officielle de ce deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO. Nous sommes à l'ouverture du sommet. Une ouverture d'une dizaine de minutes, puis place à la séance à huis clos. Une séance à huis clos qui a duré plusieurs tours d'horloge, à l'issue de laquelle les chefs d'État délibèrent. Aucune option n'a été retirée de la table, y compris l'usage de la force comme dernier recours. Le président de la République fédérale du Nigeria donne le ton, un ton confirmé par le communiqué final. Donne instruction au comité des chefs d'état-major afin qu'il active sans délai la force en attente de la CEDEAO avec tous ces éléments. Ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour la restauration de l'ordre constitutionnel normal en République du Niger. Un communiqué final qui revient sur les gros axes de l'intervention de la CEDEAO au Niger. C'est pour mettre fin d'abord à la détention illégale du président Bazoum par les autorités militaires du Niger. Et puis ensuite, la restauration de l'équilibre politique dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Nous demeurons fermes dans notre engagement
a soutenu le Niger dans son parcours vers la stabilité démocratique dans le pays. La route, le chemin, du moins, le passage qui nous attend a certainement beaucoup d'épines, mais je suis convaincu que, avec notre détermination collective, nous pourrons donc contourner ces obstacles et aller vers une paix durable et la prospérité pour les Nigériens. Gratitude et espoir. Le danger a été identifié. L'effort collectif soutenu par les chefs d'État dans une feuille de route pour la restauration de la stabilité politique et de la démocratie au Niger. Le ton est ferme, même si l'option diplomatique est encore sur la table. Les deux roues de l'intégration, pour ainsi résumer le trajet parcouru à vélo par Abdou Madani Diallo, un jeune Sénégalais originaire de Kolda. Il a pédalé 22 jours pour traverser le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire à vélo et une tournée africaine pour partager, dit-il, son projet agricole avec les leaders africains dont le président Macky Sall. Ibrahima Pabididou l'a rencontré lors de son étape de Matam. C'est au rythme d'une des chansons de son idole Alpha Blondy que ce natif de Kolda a franchi le portail de la RTS Matam. Après un long voyage avec son vélo qui l'a conduit en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire, Abdou Madani Diallo a tenu à s'arrêter dans le Fouta. Bon, mon projet c'est Mouti Mouti, je suis dans l'agriculture. Mouti Mouti c'est un immigré sénégalais. Si tu dis Modou Modou, c'est des gens qui ont voyagé dans l'avion, mais nous on a voyagé dans les... comme vélo. L'objectif du projet est d'aller dans l'agriculture. Depuis que j'ai quitté Adabo jusqu'à ici, en passant par la Guinée, j'ai fait 22 jours aujourd'hui. En Guinée, j'ai été allé à voir la CEDEAO, parce que je dis que le projet là va aller arriver à la CEDEAO. Mais lorsque j'ai été en Guinée, j'ai trouvé qu'on a descendu le Sissoko Mbalo, le président Sissoko Mbalo. Je n'ai pu me voir, mais quand même, ce que j'avais, j'ai déposé ça à la secrétaire de l'ambassadeur du Sénégal. J'étais en Côte d'Ivoire. Tu faisais quoi là-bas? Bon, je cherchais mon idole Alpha Blondy. Et Dieu a fait que j'ai croisé avec Alpha. J'ai passé avec lui une semaine. Ah bon? Oui. Bon, il m'a encouragé. Après Matam, une dernière étape l'attend. Ce jeune entrepreneur agricole reste déterminé à rallier Dakar. Son objectif est clair, poser sur la table des dirigeants africains un projet qui lui tient à cœur. Je voulais aller à Dakar. Voir le président de la République. Voir le président de la République et donner le projet que j'ai pour le Sénégal. Je vais lui dire le projet que j'ai là, mettez ça aux enfants. Hein, ça part de l'agriculture. À partir de l'agriculture, il y a tout. Sans l'agriculture, rien ne va aller. Mais maintenant, ce n'est pas les grands qui vont cultiver. C'est les enfants, il faut qu'ils vont faire cultiver les enfants. À partir de les enfants là, s'ils ont grandi, ils vont grandir avec. Je ne parle pas de l'agriculture voilà, moderne, avec irrigation, ouais, avec des gouttes à gouttes. Oui, avec surtout des mini-forages. Allez-y dans la région Rue de Niaï. Arrivez là-bas, vous allez comprendre. On ne peut plus besoin d'attendre la pluie. Bon, dans mes bagages, j'ai une moustiquaire, j'ai une natte, j'ai le couscous dedans. Voilà, c'est bon. Après 28 jours à pédaler sur les routes et les pistes ouest-africaines, ce Sénégalais d'une quarantaine d'années reste optimiste malgré les difficultés sur son trajet. Endurant, il espère que ses efforts vont être payants, son projet traité avec considération et que son souffle ne sera pas vain. Abdou Madani Diallo en tournée africaine à vélo en mode sport. Pour terminer, le sélectionneur national de basket contraint de quitter ses fonctions de directeur technique national après sa démission à la tête de l'équipe nationale féminine. Moustapha Gueye fait l'objet d'une saisine de FIBA Afrique. L'instance du basket africain a menacé le Sénégal de sanctions. Beaucoup de griefs ont été portés à l'encontre de l'ex-coach après l'Afro-Basket au Rwanda. Nous y reviendrons avec le Desk Sport. Voilà donc qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.
toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. C'est Lanassim qui revient avec l'actualité météorologique. À la une, nous avons ces pluies qui sont attendues au courant de cette nuit sur les régions sud du pays et par endroits à l'est, mais pluies qui seront également retrouvées demain dans la journée sur les localités sud, centre-sud, mais aussi une partie de l'est du pays. Outre cela, une chaleur qui va persister, une chaleur humide sur le territoire, particulièrement dans la partie est. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais nous allons poursuivre avec l'animation satellite pour voir que le ciel sera passagèrement nuageux sur le pays au courant de cette soirée allant à la nuit, et nuages qui seraient beaucoup plus denses vers les régions sud, avec, comme vous pouvez le voir, des signaux de pluie qui seront annoncés donc dès cette nuit allant à demain matin par endroits sur les localités sud du pays. Et les prévisions effectivement de cette nuit montrent un ciel passagèrement nuageux, avec des nuages qui seraient beaucoup plus denses sur les localités sud du territoire et un peu vers l'est, et par conséquent donc des pluies attendues à Bakel, Tambacounda, Kolda, mais aussi Sédhiou et Ziguinchor. Et nous verrons qu'à Kédougou, ces pluies seront accompagnées d'orages. Et donc, naturellement, la fraîcheur nocturne et matinale sera plus ressentie dans cette partie du territoire, avec 23 degrés attendus comme étant la mini de cette nuit, alors à demain matin. Et nous verrons également vers le centre des températures qui seront quand même légèrement élevées, comme vous pouvez le voir à Diourbel ou encore à Linguère, avec 27 degrés attendus. Mais nous verrons 25 degrés à Mbour. Et vers Dakar, c'est une température de 26 degrés qui sera enregistrée au courant de cette nuit, allant à demain matin. Et plus vers l'est du pays, nous verrons que la chaleur nocturne et matinale sera beaucoup plus ressentie dans cette partie du pays, avec 28 degrés attendus à Bakel. Mais nous aurons à Matam la température la plus élevée qui sera à hauteur de 29 degrés. Et demain dans la journée, ce sera toujours une forte chaleur qui va persister dans cette partie nord-est du pays, avec Matam qui va toujours avoir la température la plus élevée du jour à hauteur de